En seulement 10 secondes, Ibrahim Traoré a dit quelque chose qui a rempli des millions de personnes de fierté et a laissé une superpuissance dans un silence absolu. Qu'est-ce que c'était ? Cela s'est passé au cœur du Burkina Faso, dans une salle de presse bondée à Ouagadougou. Les caméras tournaient, les journalistes se penchaient en avant, l'air chargé d'anticipation. Traoré, le jeune leader dont la défiance est devenue un cri de ralliement dans l'actualité africaine, s'est avancé sans script. Ses yeux fixés à la caméra. Ce n'était pas un discours pour apaiser qui que ce soit. C'était un avertissement aux puissances mondiales. Pendant des décennies, les capitales étrangères ont traité l'Afrique comme leur terrain de jeu, tirant les ficelles pendant que des nations comme le Burkina Faso en payaient le prix. Ce jour-là, en seulement 10 secondes, Traoré a brisé des décennies de silence. Ces mots n'étaient même pas de la diplomatie, c'était une déclaration que l'Afrique ne s'inclinerait plus. Le clip a enflammé le continent, des déserts du Mali aux villes d'Afrique du Sud, unissant des millions de personnes sous un seul message. Nous soutenons Ibrahim Traoré. Si vous croyez que l'éveil de l'Afrique a commencé, abonnez-vous et restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Le moment était à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La salle était pleine avec des officiers militaires en uniforme impeccable, des correspondants étrangers, des journalistes locaux et des citoyens qui s'étaient battus pour avoir une place, juste pour être témoins de l'histoire. Il n'y avait pas de grande scénographie, pas de prompteur. Juste un pupitre, un microphone et un homme qui avait décidé que c'en était assez. Ibrahim Traoré se tenait droit, sa voix ferme mais portant le poids des générations. Il n'y avait pas besoin d'introduction. Tout le monde savait déjà pourquoi ils étaient là. Les rumeurs d'un avertissement, prétendument envoyé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux dirigeants africains, s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Le message était simple, restez dans le rang ou faites face aux conséquences. Peu importait que Netanyahou ait réellement prononcé ces mots. Le message réel ou rumeur avait été reçu comme une insulte de plus, parmi toutes celles que l'Afrique avait endurées pendant des siècles. Et Traoré n'allait pas laisser passer cela. Il a commencé lentement, presque de manière conversationnelle. Nous ne sommes plus des colonies, nous sommes des nations souveraines. Si un dirigeant étranger pense pouvoir menacer l'Afrique pour la soumettre, il se trompe lourdement. La salle est devenue silencieuse. Les caméras cliquaient mais personne ne bougeait. Puis il s'est penché en avant, sa voix s'aiguisant. Le Burkina Faso ne répond pas à Tel Aviv. Nous ne répondons pas à Washington. Nous ne répondons à personne qui pense pouvoir nous acheter ou nous bombarder pour nous soumettre. En ces 10 secondes, l'ambiance a changé. Le discours ne concernait plus une seule rumeur ou un seul pays. C'était devenu une déclaration d'indépendance continentale, un avertissement à toutes les puissances qui avaient cherché à exploiter les ressources de l'Afrique, à déstabiliser ses gouvernements ou à dicter son avenir. Au moment où il a fini, ces mots avaient déjà commencé à voyager. En quelques heures, ils étaient pans sur les fils d'actualité africains, les hashtags tendances et les clips viraux partagés dans des dizaines de langues. Des dirigeants du Mali et de la Guinée ont republié la vidéo, chacun ajoutant sa propre promesse de solidarité. Le message était sans équivoque. Si vous vous en prenez à l'un de nous, vous vous en prenez à nous tous. Et pourtant, ce n'était que le début. Ce qui a suivi a été une vague de réactions, certaines en signe de solidarité, d'autres dans un silence stratégique qui révélerait à quel point l'équilibre des pouvoirs en Afrique était en train de changer. Le point culminant n'est pas venu du volume, mais de la clarté. Ibrahim Traoré n'a pas élevé la voix. Il n'a pas frappé le pupitre. Pourtant, chaque mot a frappé comme un coup de marteau. Si vous vous en prenez à l'un de nous, vous vous en prenez à nous tous. C'était plus qu'une simple phrase, c'était un vœu, liant le destin du Burkina Faso à celui de l'ensemble du continent. À ce moment-là, il est passé du statut de leader national à celui de symbole continental. L'atmosphère dans la salle était électrique. Certains étaient figés, assimilant la gravité de ces mots, d'autres échangeaient vacranchant des regards qui disaient « Nous venons d'assister à un moment historique ». En quelques minutes, le discours a été découpé, partagé et repartagé sur les plateformes d'actualité africaines. En fin de soirée, il avait atteint des millions de personnes. De jeunes activistes à Lagos, des étudiants à Johannesburg et des agriculteurs dans les régions rurales du Niger répétaient tout la même phrase « L'Afrique ne s'inclinera pas ». La phrase est devenue plus qu'un slogan, elle est devenue une bannière numérique d'unité. Le soutien le plus vocal est venu des dirigeants des pays voisins qui, comme Traoré, étaient plus fatigués de l'ingérence étrangère. Le colonel Assimi Goïta du Mali a posté la vidéo avec une seule légende « Fraternité dans la souveraineté ». En Guinée, le président Mamadi Doumbouya a fait une déclaration télévisée déclarant «
Nous soutenons Ibrahim Traoré. Son combat espérance notre combat. Sur les chaînes cryptées de Telegram, des hashtags comme The Africa will not bow, l'Afrique n'est inclinera pas, et De Kirk We Stand with Traor, nous soutenons Traor, ont fait surface. Ce n'était pas un simple bruit en ligne, c'était un signe de mobilisation de base. Des animateurs de radio locaux à Dakar ont interrompu les programmes musicaux pour rediffuser le clip. Des leaders communautaires dans les régions rurales du Tchad ont rassemblé des foules pour le regarder sur des écrans de projecteurs poussiéreux. Et puis est venu le silence, le genre de silence qui parle plus fort que les mots. Israël n'a offert aucune réponse publique. Pas de démenti, pas de réfutation, pas même le démenti diplomatique habituel. Washington également a gardé ses distances, ne publiant que des déclarations génériques sur la stabilité régionale et le dialogue ouvert. Pour les partisans de Traoré, ce silence était une validation, la preuve que ces mots avaient atteint leur cible. Pour ses critiques, c'était un pari dangereux qui pourrait entraîner des conséquences imprévues. Mais pour des millions d'Africains, c'était une déclaration attendue depuis longtemps que leur continent ne serait plus un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Si les médias sociaux africains rugissaient trop de soutien, les médias occidentaux étaient curieusement silencieux. Les principaux médias américains et européens n'ont que très peu mentionné le discours, enfoui sous d'autres titres. Certains l'ont qualifié de discours controversé ou de rhétorique nationaliste, tandis que d'autres l'ont tout simplement ignoré. Pour beaucoup au Burkina Faso et dans tout le Sahel, cela n'a fait que renforcer une conviction de longue date. Lorsque les dirigeants africains remettent en question le statu quo, l'histoire est enterrée. Les journalistes indépendants, cependant, ont vu quelque chose de différent. Dans les podcasts, les chaînes YouTube et les sites d'actualité africains spécialisés, les analystes ont qualifié ce moment de réprimande la plus audacieuse de la domination étrangère depuis l'ère de la libération. Un commentateur l'a dit sans détour, Ibrahim Traoré a fait en 10 secondes ce que la plupart des dirigeants n'oseront pas faire de toute leur carrière. L'impact a dépassé l'Afrique. Au Moyen-Orient, quelques journaux en langue arabe ont noté l'ironie qu'un leader africain confronte Israël avec le même langage utilisé dans les luttes pour l'autodétermination ailleurs. En Amérique latine, des réseaux d'activistes ont établi des parallèles avec leur propre combat contre l'exploitation économique. En Afrique, l'Alliance du Sahel, le pacte de sécurité et économique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a gagné en urgence. Ce qui avait été une expérience prudente semblait maintenant être une nécessité continentale. Des dirigeants d'autres nations africaines ont discrètement contacté l'Alliance pour discuter d'accords de défense mutuelle, de pactes commerciaux régionaux et d'initiatives de partage de technologies qui contournaient les intermédiaires occidentaux. Mais toutes les réactions n'ont pas été positives. Des figures de l'opposition au Burkina Faso ont averti que défier les puissances mondiales de manière si directe pourrait entraîner des sanctions ou un isolement diplomatique. Certains chefs d'entreprise craignaient des perturbations commerciales. Pourtant, même ces critiques ont admis que le discours avait touché quelque chose de plus profond, une fierté longtemps réprimée qui a résonné bien au-delà des frontières nationales. Dans les rues de Ouagadougou, des fresques de Traoré ont commencé à apparaître du jour au lendemain. Sur l'une d'elles, il est représenté debout devant un lion, le drapeau de l'Alliance du Sahel drapé sur ses épaules. Sur une autre, la citation de 10 secondes est écrite en lettres grasses sur un mur. « Si vous vous en prenez à l'un de nous, vous vous en prenez à nous tous ». Le message n'était plus seulement politique, il était entré dans la culture populaire. Et à partir de ce moment, chaque mouvement de Traoré serait mesuré à l'aune du feu qu'il avait allumé en ces 10 secondes. À l'intérieur du Burkina Faso, le discours a agi comme une étincelle dans de l'herbe sèche. En quelques jours, les quartiers de Ouagadougou étaient l'eau remplis de rassemblements, non pas orchestrés par l'État, mais organisés par des citoyens qui se sentaient d'un eux vus et entendus pour la première fois depuis des années. Les gens brandissaient des drapeaux nationaux, chantaient des chansons d'indépendance des années 1960 et peignaient le visage d'Ibrahim Traoré sur les murs, aux côtés de phrases comme « Notre voix, notre Afrique ». La conséquence politique a été immédiate. Le Parlement, souvent divisé, a adopté une résolution affirmant le droit souverain de la nation de rejeter les bases militaires étrangères et de réviser tous les contrats étrangers concernant les ressources naturelles. Les accords miniers, en particulier ceux impliquant l'or et les terres rares, ont été soumis à un nouvel examen. Plusieurs contrats contos signés sous des administrations précédentes ont été suspendus en attendant une renégociation. Sur le plan économique, le gouvernement de Traoré a commencé à s'orienter vers l'autonomie. Les subventions agricoles ont été réorientées vers les petits agriculteurs plutôt que vers les grandes entreprises d'exportation.
Des partenariats ont été recherchés avec d'autres nations africaines pour des projets énergétiques, en contournant les financiers européens et américains traditionnels. Alors que les critiques ont averti que cela pourrait mettre l'économie à rude épreuve à court terme, les partisans ont soutenu que la reprise du contrôle des ressources du Burkina Faso valait le coup. Dans les rues, l'ambiance était à l'optimisme prudent. Les propriétaires de petites entreprises ont commencé à utiliser plus fièrement les étiquettes « fabriquées au Burkina Faso ». Les programmes scolaires ont été révisés pour inclure plus d'histoires africaines, en particulier les histoires des leaders qui ont résisté aux puissances coloniales. Les centres communautaires ont organisé des débats publics sur la signification de la souveraineté, et les émissions de radio avec des auditeurs étaient un plein d'appelants qui exhortaient le gouvernement à continuer d'aller de l'avant. Mais il ne s'agissait pas seulement de politique, il y a eu un changement visible dans l'attitude. Les gens se tenaient différemment, les épaules en arrière, la tête haute. Les chauffeurs de taxi montraient l'un d'essayer leur radio et disaient « c'est notre président », lorsque des extraits d'actualité de Traoré étaient diffusés. Pour une nation qui avait longtemps été dépeinte dans les médias étrangers comme fragile et dépendante, c'était une transformation de l'image de soi autant que de la politique. Le défi de Traoré était maintenant de transformer cette vague de fierté nationale en un changement institutionnel durable, une tâche qui exigerait d'équilibrer des gestes audacieux avec une stratégie prudente. Et le premier véritable test était déjà à l'horizon, alors que l'Alliance du Sahel se préparait à passer à l'étape suivante. Au-delà des frontières du Burkina Faso, les répercussions du discours de Traoré se sont fait sentir dans tout le Sahel. Le Mali et le Niger, déjà alliés dans la nouvelle Alliance du Sahel, ont rapidement agi pour réaffirmer leurs engagements de défense mutuelle. Des exercices militaires conjoints ont été programmés en quelques semaines, comprenant non seulement la coordination des troupes, mais aussi des exercices de cybersécurité visant à contrer les opérations de renseignement étrangères. Les dirigeants régionaux ont vu la valeur de la déclaration de 10 secondes de Traoré. Ce n'était pas seulement de la défiance, c'était une invitation. Des ministres du Tchad, de la Guinée et même de pays non sahéliens comme le Ghana ont discrètement commencé à assister aux réunions de l'Alliance en tant qu'observateurs. L'idée d'un cadre de sécurité panafricain, autrefois rejeté comme irréaliste, gagnait du terrain. Les négociations commerciales ont également pris un nouveau ton. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont commencé à discuter d'une initiative de monnaie commune pour réduire la dépendance au franc CFA, une monnaie toujours liée au trésor français. Les coopératives agricoles entre les trois nations ont commencé à mettre en commun leurs ressources pour le stockage de céréales à grande échelle, dans le but de se protéger contre l'insécurité alimentaire et d'éviter de dépendre de l'aide internationale avec des conditions. Cette unité a envoyé un message clair aux puissances mondiales. L'ère où l'on traitait avec les nations africaines une par une, en exploitant les divisions pour obtenir des concessions, pourrait être terminée. Un bloc d'États souverains et coordonnés ne pouvait plus être malmené aussi facilement. Tout le monde n'a pas salué ce changement. Les diplomates européens ont exprimé des préoccupations quant à la direction de l'Alliance, avertissant qu'elle pourrait entraîner une instabilité régionale, une phrase que beaucoup dans le Sahel ont interprétée comme un code pour influence occidentale réduite. L'aide de certains donateurs a commencé à ralentir et des rumeurs ont circulé sur des pressions en coulisses exercées sur les gouvernements africains pour qu'ils se distancient de Traoré. Pourtant, pour des millions de personnes observant de Dakar à Dar es Salaam, la vue des dirigeants africains se tenant épaule contre épaule était une image rare et stimulante. Les médias sociaux ont été inondés de cartes de l'Alliance du Sahel, coloriées de couleurs vives, accompagnées de légendes comme le début de quelque chose de plus grand. Pour Traoré, la tâche consistait maintenant à maintenir cet élan tout en évitant les pièges qui avaient défait des mouvements similaires par le passé. L'histoire était pleine d'alliances qui se sont effondrées sous la pression externe ou les rivalités internes. Cette fois-ci, les enjeux et les attentes étaient beaucoup plus élevés. À Washington, le discours n'est pas passé inaperçu. À huis clos, les notes de briefing du département d'État et du Pentagone ont qualifié Ibrahim Traoré de voix nationaliste montante avec une influence transfrontalière. Les analystes ont noté que, contrairement à de nombreux dirigeants africains, la popularité de Traoré ne venait pas d'un soutien étranger ou d'accords d'aide, elle venait d'un soutien populaire, amplifié par la diffusion virale de son message sur les réseaux d'information africains. Publiquement, les responsables américains ont gardé leurs déclarations fades, parlant de dialogue et de stabilité au Sahel. En privé, cependant, les groupes de réflexion et les agences de renseignement menaient déjà des analyses de scénarios.
L'Alliance du Sahel se tournerait-elle vers la Chine ou la Russie? Le mouvement pourrait-il inspirer des ruptures similaires avec l'influence américaine dans d'autres régions africaines? Pendant des décennies, la politique étrangère américaine en Afrique de l'Ouest s'était appuyée sur un mélange d'aide à la sécurité, d'incitation économique et de partenariats sélectifs. Mais l'approche de Traoré a perturbé cette équation. Son rejet des bases militaires étrangères a directement défié l'empreinte antiterroriste américaine de longue date dans le Sahel. Cela a également signalé que la prochaine génération de dirigeants africains pourrait ne pas considérer l'alignement sur Washington comme un choix automatique. Ailleurs en Occident, les réactions étaient mitigées. À Paris, les mots de Traoré ont été perçus comme un autre coup porté à l'influence déclinante de la France dans ses anciennes colonies. Les diplomates de l'Union européenne ont exprimé leur malaise, avertissant que l'instabilité du Sahel pourrait s'aggraver sans l'implication occidentale, une position que de nombreux Africains ont vue comme un intérêt personnel à peine voilé. Pendant ce temps, les puissances en dehors de la sphère occidentale prêtèrent une attention particulière. Les médias de Moscou ont loué la défiance de Traoré, la qualifiant de partie d'un changement mondial plus large contre la domination occidentale. Pékin est resté plus réservé, mais les médias d'État chinois ont diffusé des reportages soulignant le potentiel de ressources du Burkina Faso et sa situation stratégique en Afrique de l'Ouest. L'échiquier mondial était en train de changer, et le Burkina Faso, un pays que les observateurs étrangers considéraient autrefois comme périphérique, s'était soudainement retrouvé au centre d'un jeu géopolitique à enjeux élevés. La déclaration de 10 secondes de Traoré avait fait de lui une figure qui ne pouvait plus être ignorée, et que cela plaise à Washington ou non, il façonnait maintenant les conversations dans les cercles de politique étrangère de d'Issée à Bruxelles en passant par Pékin. Au-delà des cercles du pouvoir à Washington, la déclaration de 10 secondes de Traoré a résonné dans des coins inattendus du globe. En Amérique latine, des stations de radio communautaires, en Bolivie et au Venezuela, ont établi des parallèles entre la position du Burkina Faso et leurs propres histoires de résistance à l'intervention étrangère. Des groupes d'activistes au Brésil ont fait circuler des extraits du discours avec des sous-titres en portugais, le présentant comme la preuve que le Sud global reprenait sa voix. Au Moyen-Orient, des commentateurs au Liban et en Palestine ont noté le poids symbolique du fait que Traoré s'adresse directement à Israël. Ils l'ont interprété comme un rappel que les petites nations pouvaient dire la vérité au pouvoir, même contre des États avec une influence militaire et économique écrasante. Le fait qu'Israël n'ait offert aucune réfutation est devenu une partie de la narration, un silence qui suggérait le malaise, voire la vulnérabilité pure et simple. En Asie, des groupes de réflexion liés à l'État en Chine et en Inde ont discrètement analysé l'Alliance du Sahel comme un partenaire potentiel dans de nouveaux corridors commerciaux. Pour Pékin, la perspective de construire des infrastructures sans supervision occidentale était stratégiquement attrayante. Pour New Delhi, le renforcement des liens avec un bloc d'États africains souverains pourrait diversifier ses chaînes d'approvisionnement en ressources et ses alliances politiques. Pendant ce temps, les ONG internationales et les organisations de défense des droits de l'homme étaient divisées. Certains ont loué la rhétorique de Traoré comme une défense de la souveraineté et de l'autodétermination. D'autres craignaient que la montée du sentiment nationaliste ne conduise à un contrôle plus strict de l'État sur la société civile et la liberté de la presse. Ce qui était clair pour tout le monde, alliés, sceptiques et opposants purs et simples, c'est que le discours avait changé la conversation. On ne parlait plus de l'Afrique uniquement en termes de dépendance à l'aide, de crise humanitaire ou de campagne antiterroriste. Au lieu de cela, on en parlait comme d'un bloc de puissance émergent capable d'influencer le commerce mondial, la diplomatie et les arrangements de sécurité. Ce changement de narration portait son propre pouvoir. Dans les capitales étrangères, les décideurs politiques ont commencé à recalculer leurs approches, pesant le coup d'aliéner une Afrique en pleine ascension contre le risque de perdre de l'influence au profit de concurrents. Pour la première fois depuis des décennies, l'histoire du Burkina Faso dans l'actualité africaine n'était pas celle d'une victime, mais d'un acteur, et en son centre se trouvait Ibrahim Traoré, l'homme qui avait transformé 10 secondes de détermination en un tournant géopolitique. Le véritable rebondissement est survenu des semaines après le discours, lorsque des câbles diplomatiques confidentiels ont commencé à circuler en ligne. Divulgués par des sources anonymes, il semblait montrer des conversations privées entre des diplomates occidentaux discutant des moyens de contenir l'influence d'Ibrahim Traoré et de l'Alliance du Sahel. Un extrait prétendument d'un ambassadeur européen disait «
La trajectoire du Burkina Faso doit être redirigée avant que ce sentiment anti-occidental ne se solidifie en un bloc permanent. Pour les partisans de Traoré, cette fuite était la preuve irréfutable que les nations puissantes n'observaient pas simplement, mais complotaient activement pour saper la nouvelle vague d'unité africaine. Les documents se sont répandus comme une traînée de poudre, dominant les flux d'actualité africaine et alimentant de nouveaux débats sur le néocolonialisme. Traoré a saisi l'occasion. Dans une allocution télévisée nationale, il a révélé que l'Alliance du Sahel venait de signer une série d'accords de défense et de partage de ressources qui rendraient plus difficile pour une seule nation de faire pression sur un membre sans faire face aux autres. Les caméras ont filmé des foules en liesse sur la place principale de Ouagadougou, agitant des drapeaux nationaux et de l'Alliance. Le timing ne pouvait être plus symbolique. Ce qui avait commencé comme une simple déclaration de 10 secondes était maintenant soutenu par des traités officiels. Ce n'était plus seulement de la rhétorique, c'était une politique avec du mordant. Et alors que l'Occident commençait à digérer cette nouvelle réalité, une surprise encore plus grande était sur le point de se produire, une qui élèverait le statut de Traoré de leader régional à figure mondiale. Le deuxième rebondissement est venu d'un endroit que personne n'attendait, l'Assemblée générale des Nations unies. Le jour de l'ouverture de sa session annuelle, le Burkina Faso s'est vu accorder une tribune imprévue. Les dirigeants et diplomates du monde entier se sont tournés sur leur siège, alors qu'Ibrahim Traoré se dirigeait vers le pupitre, l'épingle du drapeau de l'Alliance du Sahel scintillant sur son revers. Au lieu de prononcer un discours diplomatique standard, Traoré a dévoilé une initiative audacieuse, la Charte de souveraineté africaine. Ce document, co-signé par les membres de l'Alliance du Sahel et soutenu en principe par plusieurs autres nations africaines, décrivait un cadre pour le contrôle collectif des ressources, une politique étrangère coordonnée et une défense mutuelle contre les sanctions économiques. L'atmosphère de la salle a changé. Les délégués des puissances occidentales ont échangé des murmures. Les représentants de certaines parties de l'Asie et de l'Amérique latine se sont penchés en avant. En moins de 15 minutes, Traoré avait pris un pacte régional et l'avait placé carrément sur la scène mondiale. Puis est venu l'appui inattendu. L'ambassadeur d'une grande nation sud-américaine a publiquement exprimé son soutien, qualifiant la charte de modèle pour un monde multipolaire. Des applaudissements ont éclaté, d'abord dispersés, puis de plus en plus forts, à mesure que d'autres délégations se joignaient à eux. En dehors de la salle de l'Assemblée, les chaînes d'information africaines se sont enflammées. Les commentateurs ont déclaré que Traoré avait brisé le plafond invisible qui maintenait les initiatives africaines confinées aux forums continentaux. Dans les rues de Ouagadougou, des foules se sont de nouveau rassemblées, non seulement pour célébrer, mais pour regarder la rediffusion de leur président applaudi par le monde. Le message était clair, ce n'était plus seulement le combat du Burkina Faso. C'était un mouvement, un qui avait traversé les océans et ne pouvait plus être ignoré. Le Burkina Faso se présente aujourd'hui sous un jour différent de celui d'il y a quelques mois seulement. Autrefois qualifié d'État fragile dans les titres étrangers, il est maintenant le cœur d'un mouvement en pleine ascension. Et en son centre se trouve Ibrahim Traoré, un leader qui a transformé 10 secondes de vérité en un éveil continental. L'Alliance du Sahel n'est plus seulement un pacte entre voisins. C'est la graine d'une Afrique qui décide de son propre destin, gère sa propre richesse et parle d'une seule voix sur la scène mondiale. Pour les agriculteurs du Niger, les étudiants du Mali, les travailleurs de la Guinée et les familles de Ouagadougou, ce n'est plus un rêve chuchoté en privé, c'est une vision proclamée à haute voix pour que tous l'entendent. Comme l'a déclaré Traoré lui-même, nous ne demandons pas la permission d'être libres, nous nous levons pour la revendiquer. Si vous pensez que l'actualité africaine devrait raconter des histoires de force, pas de faiblesse. Si vous pensez que le Burkina Faso et les nations comme lui méritent de se tenir debout sans crainte, si vous pensez que le courage d'Ibrahim Traoré est la voix d'un continent, partagez cette histoire, abonnez-vous, et faites partie d'une Afrique qui ne s'inclinera plus jamais,